La politique d'Aristote, livre second, chapitre 9. Sommaire. Considération sur divers législateurs, Solon, véritable esprit de ses réformes, Zalcucus, Charondas, Onomacrite, Philolaüs, législateur de Thèbes. Loi de Charondas contre les faux témoins, Dracon, Pittacus, Androdamas. Fin de l'examen des travaux antérieurs. Parmi les hommes qui ont publié leur système sur la meilleure constitution, les uns n'ont jamais d'aucune façon manié les affaires publiques et n'ont été que de simples citoyens. Nous avons cité tous ceux qui, dans leurs ouvrages, méritaient quelque attention. D'autres ont été législateurs, soit de leur propre pays, soit de peuples étrangers, et ont personnellement gouverné. Parmi ceux-ci, les uns n'ont fait que des lois, les autres ont fondé aussi des États. Lycurgue et Solon, par exemple, ont tous deux porté des lois et fondé des gouvernements. J'ai précédemment examiné la constitution de Lacédémone. Quant à Solon, c'est un grand législateur aux yeux de quelques personnes qui lui attribuent d'avoir détruit la toute-puissance de l'oligarchie, mis fin à l'esclavage du peuple et constitué la démocratie nationale par un juste équilibre d'institutions oligarchiques, par le Sénat de l'aréopage, aristocratique par l'élection des magistrats et démocratique par l'organisation des tribunaux. Mais il paraît certain que Solon conserva, tel qu'il les trouva établis, le Sénat de l'aréopage et le principe d'élection pour les magistrats, et qu'il créa seulement le pouvoir du peuple en ouvrant les fonctions judiciaires à tous les citoyens. C'est dans ce sens qu'on lui reproche d'avoir détruit la puissance du Sénat et celle des magistrats élus en rendant la judicature désignée par le sort souveraine maîtresse de l'État. Cette loi, une fois établie, les flatteries dont le peuple fut l'objet comme un véritable tyran amenèrent à la tête des affaires la démocratie telle qu'elle règne de nos jours. Éphialte mutila les attributions de l'aréopage, comme le fit aussi Périclès, qui alla jusqu'à donner un salaire aux juges. Et à leur exemple, chaque démagogue porta la démocratie par degrés, au point où nous la voyons maintenant. Mais il ne paraît pas que telle ait été l'intention primitive de Solon, et ces changements successifs ont été bien plutôt tous accidentels. Ainsi le peuple, orgueilleux d'avoir remporté la victoire navale dans la guerre médique, écarta des fonctions publiques les hommes honnêtes pour remettre les affaires à des démagogues corrompus. Mais pour Solon, il n'avait accordé au peuple que la part indispensable de puissance, c'est-à-dire le choix des magistrats et le droit de leur faire rendre des comptes, car sans ces deux prérogatives, le peuple est ou esclave ou hostile. Mais toutes les magistratures avaient été données par Solon aux citoyens distingués et aux riches, à ceux qui possédaient 500 médimnes de revenus, Zeugites, et à la troisième classe composée des chevaliers, la quatrième, celle des mercenaires, n'avait accès à aucune fonction publique. Zaleucus a donné des lois aux Locriens, Épizéphiriens, et Charondas de Catane à sa ville natale et à toutes les colonies que fonda Chalkis en Italie et en Sicile. À ces deux noms, quelques auteurs ajoutent celui d'Onomacrite, le premier selon eux, qui étudia la législation avec succès. Quoique locrien, il s'était instruit en Crète où il était allé pour apprendre l'art des devins. On ajoute qu'il fut l'ami de Thalès dont Lycurgue et Zaleucus furent les disciples, comme Charondas fut celui de Zaleucus. Mais pour avancer toutes ces assertions, il faut faire une bien étrange confusion des temps. Philolaüs de Corinthe fut le législateur de Thèbes. Il était de la famille des Bacchiades, et lorsque Dioclès, le vainqueur des Jeux olympiques dont il était l'amant, dut fuir sa patrie pour se soustraire à la passion incestueuse de sa mère Alcyone, Philolaüs se retira à Thèbes, où tous les deux finirent leur jour. On montre encore à cette heure leurs deux tombeaux placés en regard. De l'un, on aperçoit le territoire de Corinthe qu'on ne peut découvrir de l'autre. Si l'on en croit la tradition, Dioclès et Philolaüs eux-mêmes l'avaient ainsi prescrit dans leur dernière volonté.
Le premier, par ressentiment de son exil, ne voulut pas que de sa tombe la vue dominât la plaine de Corinthe. Le second, au contraire, le désira. Tel est le récit de leur séjour à Thèbes. Parmi les lois que Philolaüs a données à cette ville, je citerai celles qui concernent les naissances et qu'on y appelle encore les lois fondamentales. Ce qui lui appartient en propre, c'est d'avoir statué que le nombre des héritages resterait toujours immuable. Charondas n'a rien de spécial que sa loi contre les faux témoignages, genre de délit dont il s'est occupé le premier. Mais, par la précision et la clarté de ses lois, il l'emporte sur les législateurs même de nos jours. L'égalité des fortunes est le principe qu'a particulièrement développé Phaléas. Les principes spéciaux de Platon sont la communauté des femmes et des enfants, celle des biens et les repas communs des femmes. On distingue aussi dans ses ouvrages la loi contre l'ivresse, celle qui donne à des hommes sobres la présidence des banquets, celle qui prescrit dans l'éducation militaire l'exercice simultané des deux mains pour que l'une des deux ne reste pas inutile et que toutes deux soient également adroites. Dracon a fait aussi des lois, et c'était pour un gouvernement déjà constitué. Elles n'ont rien de particulier ni de mémorable que la rigueur excessive et la gravité des peines. Pittacus a fait des lois mais n'a pas fondé de gouvernement. Une disposition qui lui est spéciale est celle qui punit d'une peine double les fautes commises pendant l'ivresse. Comme les délits sont plus fréquents dans cet état qu'ils ne le sont à jeun, il a beaucoup plus consulté en cela l'utilité générale de la répression que l'indulgence méritée par un homme pris de vin. Androdamas de Rhégium, législateur de Chalkis en Thrace, a laissé des lois sur le meurtre et sur les filles uniques héritières. Mais on ne pourrait cependant citer de lui aucune institution qui lui appartînt en propre. Telles sont les considérations que nous a suggéré l'examen des constitutions existantes et de celles qu'ont imaginées quelques écrivains. Ici finit le livre second de la politique d'Aristote.